Et là, on dépasse le cadre du vaccin, on dépasse le cadre du déconfinement, on est vraiment sur ce qui s'est passé depuis 8 ou 9 mois, presque d'un point de vue philosophique. Et Alexandre Jardin, vous êtes un de ceux qui, depuis ce moment-là, depuis le printemps, dit, et je vous cite, « à vouloir refuser la mort à tout prix, parfois on en oublie de vivre ». Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'avez-vous à dire ce soir pour ouvrir cet échange au ministre de la Santé? Tout d'abord, je crois que tout le monde voit bien que vous êtes avant tout un médecin. C'est-à-dire qu'on voit bien que vous avez toutes les tensions d'un médecin qui veut guérir et que vous êtes vraiment de bonne foi. Mais la question que je me posais vraiment, c'est vous n'êtes pas que ministre de la Santé, vous êtes ministre de la République, c'est-à-dire de l'ensemble de la société. Et est-ce que vous voyez dans quel état est plongée aujourd'hui la société? C'est-à-dire, est-ce que lorsque vous prenez vos décisions, vous voyez que, par exemple, lorsqu'on ferme les restaurants, les cafés-restaurants de la ruralité, c'est 30 ans d'efforts pour les communes pour ouvrir des cafés, ça ne va pas rouvrir. Dans un très très grand nombre de cas. C'est-à-dire que c'est la vie même de la ruralité que l'on va attaquer. En ce moment, remontent vers moi des appels au secours de tout le monde de la psychiatrie. C'était aussi des amis psy qui répondent au téléphone sur les lignes pour prendre en ligne les gens qui veulent se suicider et qui me disent ce qu'on entend, le rythme. C'est-à-dire que c'est comme une société qui est en train de craquer. C'est-à-dire que je vous écoutais et je vois que le médecin essaye d'agir, mais en même temps, il y a un pays. Et madame a dit, on est aussi des citoyens. Tous les gens qui sont ici ne sont pas des corps. On est des gens. Et l'effondrement économique de certains secteurs provoque un degré de désespoir. Mais de désespoir, mais enfin, extraordinaire, quoi. Et donc, est-ce que, dans cette balance-là, c'est le sujet. C'est le sujet. C'est-à-dire, est-ce que vous vous rendez compte qu'en réalité, on ne peut plus? C'est-à-dire qu'il y a des portions entières de notre pays qui ne peuvent plus supporter cette politique. Bien. Et pas parce qu'ils sont méchants ou parce qu'ils vous en veulent, c'est qu'ils ne peuvent pas. Et cette crise psychiatrique, je crois que la semaine prochaine, vous recevez Cynthia Fleury, qui a signé un appel. Le pays est en train de craquer. Mais Jérôme Salomon l'a évoqué lui-même. Donc, est-ce que vous en prenez conscience? Parce que, alors, s'il vous plaît, la réponse du ministre de la Santé et de la République. Alors, je ne suis pas que médecin, je suis ici parce que je suis ministre. Oui. Et je ne mélange pas la blouse et la tenue républicaine qui s'impose à moi depuis 9 mois, qui m'a été confiée cette responsabilité. Si vous me posez la question de savoir si les décisions seraient prises de manière légère, et vous le savez que non, elles ne le sont pas. Ça a été pour moi, j'allais même le dire, un vrai traumatisme que le premier soir où j'ai dû signer des arrêtés. À l'époque, on n'avait pas encore une loi pour fermer des commerces, fermer des écoles. C'était au printemps dernier. Un vrai traumatisme quand j'ai dû décréter que les personnes âgées en EHPAD seraient désormais isolées en chambre et qu'elles ne pourraient plus recevoir la visite de leurs proches. Je sais, je sais la réalité dans les EHPAD. C'est monstrueux. C'est-à-dire, Monsieur Jardin, tout cela a été fait. D'ailleurs, j'avais saisi le Conseil d'éthique à l'époque pour avoir l'avis du Conseil d'éthique sur cette question. Et vous parlez de balance et de bascule. L'avis du Conseil d'éthique était il faut pouvoir sauver des vies. Parce que vous n'avez pas le choix quand vous êtes en EHPAD. Si vous avez, madame qui vocifère beaucoup à côté, mais quand vous avez en EHPAD 100 résidents, que vous avez des résidents qui sont contaminés, vous pouvez avoir des EHPAD où il y a eu 30 ou 40 morts. Ces personnes qui sont mortes n'ont pas demandé à mourir non plus du Covid. Ce que je veux vous dire, c'est que n'allons pas croire, et c'est pas ce que vous dites, et j'ai lu vos écrits en la matière, n'allons pas croire une seconde qu'il y aurait une bonne décision et une mauvaise décision, ou qu'il y aurait des décisions qui seraient faciles. N'allons pas croire une seconde non plus, je vous en supplie, que je ne verrai, ou que Bruno Le Maire, ou que le président de la République ne verrait pas l'externalité négative, c'est-à-dire les conséquences des décisions qui sont prises en matière de politique sanitaire. La question, c'est pourquoi nous le faisons. Moi, je crois profondément que notre société se remettra de 2 mois et demi, au total,
de confinement. Notre société se remettra de la fermeture de ses librairies pendant un temps donné. Notre société se remettra de la fermeture temporaire et transitoire des restaurants ou de ses discothèques. Notre société se remettra de l'incapacité de pouvoir danser et de faire la fête comme on aime le faire habituellement. Notre société ne se remettrait pas, Alexandre Jardin, ne se remettrait pas d'une décision qui consisterait à dire « tant pis pour la vie humaine, vivre avant tout ». Alexandre Jardin, je le pense sincèrement. Si nous devions accepter l'idée que nous perdions 300 000, 400 000 d'entre nous, mais personne et que nous sacrifierions, mais Alexandre Jardin, c'est pas comme s'il y avait entre guillemets un plan B. Que fait l'Allemagne, que fait l'Espagne, que fait l'Italie, que fait la Nouvelle-Zélande, que fait la Corée du Sud, que fait le Mexique, que font la quasi-totalité des pays, la quasi-totalité des pays du monde. La Suède, madame, a la mortalité la plus élevée des pays scandinaves, avec un effondrement du PIB qui est 8 fois supérieur à celui de ses voisins. Bien, il faut arrêter avec le modèle suédois. Eux-mêmes ont reconnu que leur modèle ne fonctionnait pas. Alors, Alexandre Jardin. Vous voyez ce que je veux dire? Je voudrais vous poser une deuxième question. Quelle décision? Je vais vous poser, pardon, et je vous laisserai parler. Je vais vous poser une question, moi. Vous êtes ministre de la Santé. Vous avez ça sous les yeux. Oui. Et vous avez ce choix-là à faire, d'accord? Qu'est-ce que vous demandez au président de la République? Qu'est-ce que vous conseillez au président de la République? Laissons faire l'épidémie et vivons. Parce que alors, je pense qu'il n'y a rien de plus dangereux dans une société que d'injecter une très très forte dose de peur. C'est-à-dire que je pense que les anticipations de tout un peuple qui claque des dents de peur sont hyper dangereuses. Et je pense que les conséquences politiques du chemin dans lequel on est rentré ne font que commencer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une nation entière a des anticipations fondées sur la peur, tout est compliqué. Aujourd'hui, dans la rue, les rapports avec une partie de la police sont compliqués. Aussi parce que toute la société est tendue. Tout le monde le sait. Donc, une des questions que j'ai à vous poser, parce que moi, je réfléchis avec beaucoup de gens, c'est comment... Simplement, juste avant de poser votre question, Alexandre Jardin, est-ce que vous pouvez vous-même répondre à la question d'Olivier Véran? Qu'est-ce que vous auriez fait face à ce dilemme? Moi, ma position, c'est qu'on a eu un premier confinement. Je pense que le pays n'était pas en état d'affronter la crise sociale qui se lève. Et donc, le fait de partir dans une logique de stop and go et de confinement, au lieu d'apprendre à vivre durablement, en acceptant en partie la mort. Ça, c'est le point. Ça, on est au cœur. Je sais de quoi je parle. Je viens de perdre mon beau-père. Je sais, j'en suis désolé. Qui avait 89 ans. Donc je sais de quoi je parle et j'ai passé 15 jours à Cochin avec les équipes, etc. Il est mort des suites du virus. Oui. Non, il est mort de ça, mais d'autres choses. Parce qu'il arrive qu'on meure à 89 ans. Et simplement, la société entière n'est plus prête à accepter qu'à un certain âge, nous, les êtres humains, on meurt. Et à 89 ans, il avait perdu 10 kilos dans la dernière année, il était plus faible, il était en train de se préparer. Donc la société va le compter comme Covid. Mais dans la réalité, quand vous regardez dans vos familles, comment ça se passe, c'est comme si collectivement on n'était plus foutu d'accepter qu'à un moment on meurt. Et est-ce qu'on doit organiser entièrement la société avec la peur de ça? Ou est-ce qu'on va vivre avec? Est-ce qu'on est collectivement... Donc c'est pas qu'un problème politique, hein. C'est un problème... Nous tous, hein. On est tous co-responsables. Alexandre Jardin, je ne crois pas du tout et je suis réfractaire à toute idée de biopouvoir. C'est-à-dire le sanitaire ne doit pas gouverner sur tout le reste. En revanche, je crois à la solidarité entre les générations. Factuellement, pardon, vous faites un raccourci qu'il m'arrive d'entendre, mais contre lequel je me porte en faux, parce qu'il fait aussi la différence. Quoique, moi j'ai un vrai attachement pour les personnes âgées qui fait que je considère qu'une vie, même arrivée à 80 ou 85 ans... Mais ne faites pas ce procès-là. J'adore mon beau-père. Je ne me permettrai pas de dire autre chose. Je vous parle de moi et de ce que je peux ressentir. Je suis très attaché aux personnes âgées et je considère qu'elles ont vocation à vivre leur vie jusqu'au bout. Mais moi aussi, j'ai construit l'irréférable. Et qu'une vie qui s'arrête, et qu'une vie qui s'arrête à 80 ans, si c'est une vie qui devait aller jusqu'à 100 ans, c'est dommage qu'elle s'arrête à 80 ans. Bon. Alexandre Jardin, 30% des patients en réa ont moins de 60 ans. Vous avez des patients de 31 ans. Oui, mais vous savez qu'à partir d'un certain âge, on ne met pas les gens en réa. Les gens qui ne vont pas en réanimation ne sont pas exemples de formes graves. Vous voulez que je vous fasse rencontrer la liste des personnes qui ont un Covid long, qui ne vivent plus normalement, qui ont des troubles respiratoires, qui ont perdu le goût, qui ont perdu l'odorat. C'est pas une question de peur, mais une société entière, mais une société qui dit la peur, une société qui dirait à toute une partie d'elle-même, qui dirait à ses fragiles, qui dirait à ses précaires, aux gens qui souffrent des inégalités de santé, qui en crèvent déjà dans les quartiers populaires, une société qui dirait à ces personnes-là, écoutez, on est absolument désolé de ce qui est en train de vous arriver.
arrivé, mais la vie continue. Ce n'est pas une société dans laquelle je crois, fondamentalement. Alors, Alexandre Jardin. Mais en revanche, alors qu'est-ce que vous proposez? Mais en revanche, une des vraies questions que j'ai envie de vous poser, parce que je travaille avec beaucoup de gens là-dessus, c'est comment on va collectivement sortir de la culture de la peur. Tout à fait prêt à y travailler avec vous. Parce que ce n'est pas le vaccin qui va nous sortir de la culture de la peur. Il y a une partie des salariés qui ont peur de revenir au boulot. On est devenu un peuple qui a peur. Pas un peuple, une humanité. Oui, mais vous êtes ministre de la République. Oui, mais pour l'instant, vous y êtes. Donc, nous, on réfléchit avec la société civile, mais il n'est pas question que nos générations sombrent dans la culture de la peur. Donc, il va falloir qu'on reprenne des initiatives ultra positives. Oui. Et qu'on cesse de terroriser tout le monde du matin jusqu'au soir. Oui. Parce que cette culture de la terreur, y compris sur les chaînes de télé, où on annonce constamment des chiffres et des trucs... Alexandre Jardin, ma génération a connu la crise bancaire et économique de 2008 avec la récession et le chômage. Ma génération a connu les attentats et continue de les connaître. Ma génération est la génération qui rencontre le réchauffement climatique et l'inaction des pouvoirs publics pendant des décennies. Et ma génération est celle qui percute la pandémie, la pire de notre histoire depuis un siècle. La question n'est même pas que la peur. La question, je vous rejoins sur la nécessité de vaincre la peur, et je ne cherche pas à actionner le levier de la peur. Mais qu'est-ce que vous avez prévu la question, sur ce sujet, comment on sort de ça? La question et l'enjeu, c'est de savoir comment est-ce qu'on construit une page collective différente, comment est-ce qu'on rebondit, comment est-ce que le président de la République avait appelé les jours heureux, comment est-ce qu'on arrive à se sortir, à s'extraire de ce marasme collectif. D'abord, il nous faut, je suis désolé, mais il y a une étape qui est indispensable avant on peut préparer cela. Moi, je suis tout à fait prêt à ce qu'on y travaille ensemble. Et si vous m'acceptez, j'irai très, très volontiers rencontrer votre collectif de société civile. Ça m'intéresse, sincèrement. Aujourd'hui, on est aussi face à la réalité qui est le virus, la réalité des hôpitaux de ce soir. La réalité qui est que depuis le début de l'émission, je l'ai dit, il y a 50 personnes qui sont à l'hôpital de plus pour coronavirus. Et ça, cette réalité-là, on ne peut pas s'en extraire. Sinon, ce serait mentir aux gens. Non, la réalité, c'est aussi que les suicides sont en train de monter. Nous avons... La réalité, c'est aussi que les faillites. La réalité, c'est aussi que il y a des centaines de milliers de gens qui vont se retrouver au chômage. Donc, ça compte tout autant. Ce sont des mères de famille, ce sont des pères de famille. Je veux dire, ces gens comptent. Ils ne sont pas que des corps. Et la réalité, c'est qu'on s'est tapé. Si on les considérait comme des corps, si vous voulez, la mise en place du chômage partiel, les aides, le portage économique dans les entreprises, chez les artisans, chez les commerçants, tout est mis... Non. Prenez un micro, madame, participez avec Pardon. Vous commentez, c'est un petit peu compliqué. Pardon. C'est votre argent que vous dépensez, Olivier Véran. Donc. Mais j'aurais voulu... C'est votre argent, oui, c'est l'argent des contribuables que le gouvernement dépense pour protéger les commerçants, les restaurateurs, les salles de sport, les laisser ouverts, bars et le milieu de la culture. Voilà, alors je crois qu'on a compris vos divergences. L'heure tourne et je voudrais que vous concluiez chacun. On a un point de convergence avec Alexandre Jardin sur lequel je vous propose à s'en sortir hors la peur. Le travail. Alors, concluez. Oui, alors, un dernier mot. Non, juste dire que nous, on est les vieux. Et pendant les confinements, on a organisé immédiatement, on a dynamisé l'association. Et je pense que le monde associatif, on peut inventer, on a fait une enquête, on a eu plus de 5000 personnes en France, des vieux, qui nous ont répondu. Nous, Hold Up, nous sommes 300. Et les vieux n'étaient pas aussi dramatique que ce que vous dites, pas du tout. Je peux vous envoyer les résultats aux uns et aux autres. Et il y avait quelque chose de beaucoup plus positif. Il y avait quelque chose d'abord où ils s'inquiétaient plus pour les autres que pour eux-mêmes. Ils inventaient des modes de communication. Ils ont appris les nouveaux outils de numérique. On est tous maintenant dans mon association. Alors qu'on ne savait pas, on est dans des zooms un peu trop, mais beaucoup. Donc il y a quand même des choses qui sont... Moi, je ne peux pas, parce que quand vous dites ça, vous renforcez la peur, l'anxiété, le drame. Non, c'est parce que j'ai eu au téléphone... Ah oui. Voilà, il y a eu aussi, des suicides. Oui, non, mais moi aussi. Il y a aussi du positif. On vous a compris. Alors, Alexandre Jardin, s'il vous plaît. Attendez, je vais vous demander une minute de conclusion, Alexandre. Je vais vous demander une minute de conclusion, Alexandre Jardin. Et puis, je vais vous demander une minute de conclusion, Monsieur le Ministre. Alexandre. On ne vous mettra pas d'accord ce soir. Non. J'aimerais vraiment que dans la sortie de la culture de la peur, que l'État lâche la bride à nos territoires. Parce qu'il y a une telle souffrance dans nos communes en ce moment, qu'à un moment donné, il a été question que l'État central fasse véritablement confiance aux communes, à nos régions. Il y a un tel besoin dans le pays de reprendre la main localement. J'espère que dans la sortie qui se dessine,
que tout ne se fera pas à Paris. Et qu'on retrouvera une vraie logique de confiance dans nos maires. Parce que c'est ce que j'entends. Dans le local. Oui, vraiment. Vous dire d'abord sur le rapport avec les collectivités qu'à l'heure à laquelle je vous parle, il n'y a plus aucun contentieux entre une mairie et l'État sur la gestion de crise sanitaire. Non, pardon, c'est pas vrai. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, il n'y a plus de contentieux. J'ai vérifié encore ce matin. Vous dire également qu'on accompagne... C'est pas vrai. On accompagne... Il n'y a aucun contentieux. Il y a un désarroi complet. Non, mais il n'y a aucun contentieux en cours devant aucun tribunal entre les collectivités et l'État. Oui, mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas que les tribunaux. Mais on est d'accord. Mais enfin, généralement, quand les choses sont dramatiques, ça se termine au tribunal. Dans notre pays, encore plus qu'ailleurs. Or, ce n'est pas le cas. Il y a une incompréhension. Vous dire aussi qu'on travaille avec les collectivités pour les opérations de dépistage de masse. Je serai lundi, je crois, en déplacement, notamment pour accompagner des collectivités qui lancent cela. On accompagne les collectivités, elles nous enrichissent aussi. On travaille les uns avec les autres. On n'est pas en opposition. Certains voudront toujours faire de la politique sur la crise sanitaire. Ce n'a jamais été ma position et ce n'est pas celle du gouvernement auquel j'appartiens. Donc on travaille avec les collectivités et on travaille pour renforcer ce lien social. Moi, en conclusion, vous dire que sortir de la peur, oui. La peur n'est pas un bon motif pour agir. Et la peur comme levier, je n'y crois pas. Moi, je crois en la compréhension des choses. Alors ça, pour le coup, c'est le côté tout bib. J'aime bien que les gens partent en ayant compris, mais je ne prends pas les Français pour des patients. Par contre, prendre le temps d'expliquer, apporter une information claire, loyale, appropriée, débattre, ne pas avoir peur de la contradiction, quelle que soit la situation et l'interlocuteur qu'on peut avoir en face de nous. Mais ça, c'est absolument important, que les gens comprennent pourquoi nous agissons et n'allez pas penser et n'allez pas faire penser que pour autant on serait dans une espèce de tunnel sans regarder ce qui se passe à côté. Le risque de santé mentale, nous le prenons à bras-le-corps, croyez-moi, à bras-le-corps. Et c'est un véritable enjeu. L'enjeu de reconstruction de notre société post-Covid, avec tout ce qui peut sortir de beau de cela, ce que disait madame, j'y crois aussi. Le soutien entre les générations, arrêtons d'opposer les générations. La génération qui est aujourd'hui en souffrance est une génération qui a aussi trimé dans notre pays et qui a apporté énormément à la richesse de notre pays. Il est normal qu'on soit là pour les soutenir. Ne nous opposons pas les uns aux autres, on va s'en sortir collectivement. Quand on est solidaire, on est plus fort. Jusqu'ici, les Français ont été solidaires et courageux. Ils vont continuer à l'être le temps nécessaire. Il y a le vaccin, il y a d'autres choses qui arrivent. Il y aura des bonnes nouvelles, il y aura des jours meilleurs. On se sortira de ce virus. On a déjà montré qu'on était capable de le faire. Et croyez-moi, on reconstruira ensemble des choses. Bon, ensemble. Merci à tous. On ne vous mettra pas d'accord, mais il y a au moins ce point d'accord, non à la peur. Non à la peur, comprendre, expliquer. C'est un défi, oui, mais ça n'est pas la peur. Là-dessus, au moins, tout le monde sera d'accord.